Bienvenue, c'est la 5e de cette magnifique série où la Comédie Française vient au Collège de France. J'ai presque l'impression, et je viens de le dire à Eric Ruff, que cette salle pourrait être la 4e salle de la Comédie Française, mais nous allons essayer de résister quand même un peu. Il faudra discuter. En tout cas, voilà la 5e séance de cette série. Vous connaissez tous Eric Ruff. Et moi-même, je suis professeur ici, j'ai une chaire de sociologie du travail créateur. Et il m'est arrivé, dans des temps un peu déjà anciens, mais pas tout à fait, de travailler sur la profession de comédien. Et on en reparlera. Et donc, ce dialogue que nous avons avec Eric, j'ai bien préparé mon schéma, mais... Quand on est avec Eric pendant 2 minutes, on a envie de déborder complètement parce que on va voir comment ça va se dérouler. Le texte qui vous a été, qui figure dans le programme, insiste sur la distinction entre emploi et rôle. Je pense que c'est un texte qui vous certainement vient de vous, ou qui a été construit à partir de vos intuitions ou de vos réflexions, et il mentionne un tournant Vitez. Dans les années 80. Et j'aimerais qu'on parle de ce tournant-là en voyant ce qui se passait avant, comment est-ce qu'on distingue emploi et rôle, selon vous, et qu'est-ce que veut dire ce tournant, et puis ensuite, éventuellement, qu'est-ce qu'il est devenu, ce tournant, pour commencer la discussion. Voilà. L'idée étant que, comme c'est dit, traditionnellement, comédiennes et comédiens sont engagés pour jouer des emplois. Et une carrière peut être liée de manière plus ou moins rigide à un certain type d'emploi. Et tout d'un coup, le jeu est bousculé. Comment est-ce que le jeu se transforme au moment où Vitez découple les deux notions? Alors, pour moi, le rôle est celui qui est écrit. Pour le coup, il peut rejoindre l'emploi, mais c'est simplement un rôle qu'il faut tenir. Et j'ai connu, moi, à la Comédie Française, il est encore là, d'ailleurs, Michel Favory, je crois, connaît encore par cœur des rôles comme Cyrano de Bergerac qu'il n'aura finalement jamais joué dans sa carrière, malheureusement pour lui, mais parce qu'au conservatoire, c'était son emploi de le jouer un jour, donc il avait, et il a encore en mémoire, l'ensemble du rôle. La révolution, j'allais dire apparente, qu'a fait Vitez lorsqu'il était au conservatoire, c'est qu'il a fait travailler à des élèves, jeunes femmes ou jeunes hommes, des rôles qui n'étaient pas faits pour eux. Sans doute pour essayer d'élargir le spectre possible d'interprétation. Donc il a dégenré les rôles déjà, et puis il a fait jouer un rôle de docteur placide et timide, tchécovien, à celui qui était censé jouer Rublas, et inversement. Donc on a eu l'impression que depuis Vitez, il n'y avait plus de notion d'emploi. J'en suis pas si sûr, pour le coup. Ne serait-ce que lorsqu'on regarde les distributions de Vitez, lorsqu'il mettait en scène véritablement, notamment Le Soulier de Satin, c'est bien Didier Sandre qui joue Rodrigue, et c'est bien Ludmilla Michael qui joue Prouez. Donc finalement, je crois qu'il a changé cette notion d'emploi. Encore une fois, il disait que l'école était inutile, dans le sens où c'est là où on peut prendre des risques, c'est là où on peut se planter, c'est là où on peut jouer justement tout ce qu'on ne nous demandera jamais de jouer, encore une fois pour élargir le spectre. Ensuite, je ne suis pas sûr que ce soit fait. Et un peu cette légende vitézienne qu'il n'y aurait plus d'emploi, c'est comme s'il avait dit non à une convention, donc on serait rentré dans un monde absolument moderne et singulier. Je ne suis pas sûr de cette chose-là. Pour le coup, moi j'aime bien la notion d'emploi. J'aime bien parce que quand on rentre sur le plateau, ça signifie quelque chose. On est attendu. La personne qui rentre avec son corps, avec sa couleur vocale, avec sa stature, est attendue et correspond à un imaginaire qui est collectif et qui est une demande aussi. Alors on peut le contraindre, mais le fait de le contraindre dans l'absolu est pas très intelligent, je crois. Une petite anecdote sur la Phèdre mise en scène par Patrice Chéreau. Je jouais Hippolyte et très souvent je suis un jeune premier. Et très souvent,
lorsqu'on correspond à peu près à un canon de rôle de jeune premier, on a toujours l'impression qu'on est un peu pris pour son physique et pas du tout pour son intelligence. Voilà, ce qui peut arriver, ça c'est pas genré du tout, les jeunes premières peuvent avoir exactement les mêmes craintes. Et je me souviens que je me cassais beaucoup la voix lorsque j'étais jeune, et notamment sur Phèdre, en répétition, je me suis cassé la voix et j'ai vu que Patrice Chéreau était un peu inquiet, parce qu'on a joué, on n'avait pas de micro à l'époque, et c'était aux ateliers Berthier. Alors il y avait des abassons, mais c'est quand même une ancienne usine, voilà, enfin un ancien atelier de peinture. Donc il était inquiet, et moi aussi, parce qu'on jouait 6 fois par semaine sans micro, et on a joué ça pendant 3 mois ou 3 mois et demi, je crois. Et puis j'ai compris au bout d'un moment ce qui se passait, c'est que je jouais un fils de roi qui, tant que son père n'est pas là, est censé pouvoir régner, et je refusais de me tenir droit et je refusais de correspondre à l'emploi. Donc je feutrais ma voix, je me tenais comme ça, j'essayais de faire en sorte de ne pas du tout correspondre, en disant c'est pas du tout intelligent de correspondre au rôle, il faut que je joue l'inverse. Et donc je coinçais absolument tout. Et le jour, ça m'a réveillé cette chose-là, et je me suis dit, mais en fait quand je rentre sur cette passerelle, il y a une petite passerelle comme ça, et Patrice me disait, mais tu es le roi à ce moment-là. Donc les gens attendent cette chose-là. Et à partir du moment où je me suis dit, mais peut-être que si j'emploie ma voix et que je gagne ma taille, tout simplement, ça va mieux marcher. Et à ce moment-là, ma voix est sortie et je me suis dit, mais c'est ça que les gens attendent. Ils attendent de voir quelqu'un qui puisse les impressionner, quelqu'un qui est censé régner, et puis ensuite, dans la pièce, il va se passer d'autres choses. Donc ça m'a tourneboulé un petit peu l'esprit en me disant, mais cette notion d'emploi, il faut correspondre à autre chose aussi qui est... que j'aime beaucoup, alors ça c'est plutôt à la Comédie Française, vous savez, on répète avec des costumes, le temps que les costumes sur mesure soient faits pour la production d'après, on répète avec les costumes du stock. Donc dans ces costumes-là, il y a toujours le nom de l'acteur dans le col, comme quand on est petit, qu'on part en colo, les mamans marquent le nom. C'est exactement ça, et de temps en temps il y a plusieurs noms, parce que ce costume a été réutilisé. Lorsque j'étais jeune acteur, ben, j'avais les costumes de Simon de François Beaulieu, de Jean-Luc Boutet. Et c'est toujours ceux-là que je portais, c'est une question de taille, tout simplement. Et puis je suis allé regarder les rôles qu'ils avaient joués, et en fait, dans ma carrière, j'ai pratiquement joué les mêmes. Comme si je rentrais dans le costume. Finalement, j'avais la taille de cet emploi-là, et on aime bien aussi ces sortes de traditions qui sont fondatrices. Quand on s'est rencontrés pour préparer cet entretien, c'était au Nemours, votre base de travail, tout près de la Comédie Française. Si vous voulez voir Éric Ruff, allez au Nemours, vous le trouverez toujours. On avait rendez-vous. Hein, on avait rendez-vous, c'est vrai. Mais on voyait aussi beaucoup de comédiens qui venaient saluer Éric. Et vous m'avez dit une chose intéressante, vous m'avez dit il y a l'affaire de la définition d'un rôle, c'est on peut le voir de 2 points de vue. Le point de vue de l'acteur, c'est-à-dire ce que vous appelez le corps poétique. Il faut que vous vous développiez, c'est-à-dire, j'imagine, quelque chose comme, dans mes mots à moi, qui sont un peu intellectuels, le déploiement inventif de ressources cognitives, affectives, physiques, pour incarner un personnage, un texte, une situation, une interaction. Mais il y a aussi le point de vue du public. Et alors, le rôle peut être associé chez le public à des catégories de perception, à ce qu'on peut appeler un horizon d'attente, diraient les théoriciens de la littérature, c'est-à-dire à l'idée qu'on peut se faire des personnages. Et là, on peut imaginer toutes sortes de choses. L'inventivité ou le choix de distribution des comédiens peut surprendre ou décontenancer beaucoup de public parce que la convention naturaliste va être mise à mal, ou que le style de jeu de l'artiste est en décalage total, ou alors il y a la routine, une sorte de confort, d'adéquation entre ce que le public attend et ce que les comédiens ont l'habitude de faire, ou alors il y a ce que vous appeliez, dans ce rendez-vous du Nemours, la magie d'une intersection entre des possibilités exploitées par les comédiens et le metteur en scène et l'aptitude du public à ouvrir son horizon d'attente. C'était ce que j'avais retenu. Et quand vous faites des distributions, puisque vous avez été metteur en scène et qu'en tant qu'administrateur de la Comédie Française, vous êtes aussi chargé des distributions, je vous donnerai la liste de toutes les tâches d'Éric Ruff. Vous verrez, ça n'est pas un métier ou un emploi si facile, c'est ou un rôle ou un emploi, on verra. Mais en tout cas, vous les construisez. Donc, vous avez évidemment un algorithme peut-être intuitif ou
fondée sur l'expérience, pour résoudre toutes ces équations? Alors, ce que j'appelle moi le corps poétique, c'est pas ce que peut le travail de l'acteur, c'est ce qu'il est très simplement dès qu'il rentre sur un plateau. On a quelquefois l'illusion, nous, que notre travail préparatif ou que notre carrière, l'expérience qu'on a fait l'ensemble du rôle. Moi, j'ai toujours l'impression que notre travail, il y a 20% de ce qu'on peut travailler qui peut améliorer les choses, mais que les 80% sont simplement une reconnaissance instinctive du public dans le cheptel humain, dans tous les rôles qu'on a. Encore une fois, l'arrivée d'un corps sur le plateau, la manière dont la tête est portée par les épaules, la grosseur des mains, la gestuelle, le grain de la voix, ça donne immédiatement quelque chose. Un peu comme, je sais pas, on prend tous le métro et de temps en temps, il y a des gens qui rentrent dans le métro qui véhiculent quelque chose immédiatement, une sorte de bête catégorie, comme ça, de gens ou violents, ou placides, ou singuliers. Voilà. On rentre avec cette chose-là. C'est ce que j'appelle le corps poétique. Très souvent, lorsqu'on est acteur, on veut ressembler à quelque chose et on met très 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 longtemps à comprendre simplement ce qu'on donne très simplement. J'ai connu une actrice qui pendant très longtemps a parlé avec une voix très grave parce qu'elle trouvait ça très beau au théâtre, et à un moment un professeur de chant lui a dit en fait c'est pas du tout ta tessiture de voix parlée, elle avait une voix parlée qui était une octave au-dessus. Et ça l'a totalement libérée parce qu'elle a retrouvé toutes ses billes, alors qu'avant, elle a été elle-même d'une certaine manière, alors qu'avant, elle inventait quelque chose pour essayer de... Elle était dans un fantasme d'elle-même, j'allais dire. Donc c'est ce que j'appelle le corps poétique. Ensuite, il y a, je crois que j'en ai déjà parlé, dans la tradition d'interprétation, on a toujours l'impression que c'est nous qui avons une tradition d'interprétation, à savoir, Phèdre à ce moment-là rentre, à ce moment-là elle fait tel geste. Pendant très longtemps, effectivement, c'était très, très codifié. Mais le public aussi a une tradition d'interprétation qui, quelquefois, est fausse. Le rôle dans l'esprit des gens n'est pas du tout ce qui est écrit. En ce moment, sur Le Soulier de Satin, Baptiste Chaboty qui joue Rodrigue, on m'a beaucoup dit, mais quand même, Rodrigue, mais alors à la 4e journée, il est formidable. Et je me disais, c'est marrant, ou bien c'est un acteur diesel qui met 5 heures à devenir très bien à la fin, comme s'il fallait qu'il charge un peu d'électricité. Et en fait, Rodrigue, peut-être parce que Didier Sandre l'a joué, peut-être d'une certaine manière, ça je n'en sais rien, mais dans la tête des gens, Rodrigue, c'est un magnifique, c'est presque le prince de Hombourg, c'est un espèce de grand romantique comme ça, un esprit pur, etc. Alors que dans la pièce, ça n'est pas ça du tout. C'est un jeune homme flamboyant dans un premier temps, extrêmement amoureux, et dès qu'il se prend la porte blindée, il devient aigri, jaloux, méchant, âcre, noir. Et puis il y a un moment de sa vie, il y a un moment dans le déroulé du spectacle, la 4e journée, où il a 70, 80 ans, c'est pas exactement marqué, en tout cas c'est un vieillard, ce que j'appelle un Diogène dans son tonneau. Il a enfin compris que tous ses désirs de pouvoir ne servaient de rien et qu'il fallait qu'il se détache des choses pour atteindre l'étoile déjà posthume de Prouès qui est partie 10 ans avant. Et donc les gens, quand il est enfin sympathique, parce que le Diogène est magnifique, il est enfin philosophe, les spectateurs l'adorent, les spectatrices l'adorent, et avant l'aiment un peu moins, donc pensent qu'il joue mal le rôle. Alors qu'en fait, il le joue formidablement bien. Autre exemple, Roméo. Voilà, Roméo et Juliette, qui devrait s'appeler Juliette, d'ailleurs, parce que Roméo est plutôt le rôle faible de la pièce de Shakespeare. On a toujours l'impression que c'est un chef de bande, un épéiste absolument magnifique, alors que non, ça n'est pas le cas. C'est un jeune homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui parle d'une Rosalinde à la première scène, il voit passer une Juliette, Rosalinde aux oubliettes, maintenant c'est Juliette, à la seconde. Et puis c'est quelqu'un qui provoque par inconséquence des tueries absolument dingues en provoquant voilà, des incidents, des haines qui ne sont pas du tout stratégiques. Et, il y a une scène qui d'ailleurs est toujours coupée, mais qui est absolument magnifique, où il est sous une table pendant que la nourrice et le frère l'engueulent très violemment en lui disant « Écoute, assume maintenant ce que tu as fait ». Donc c'est plutôt, mais dans l'esprit de tout le monde, Roméo est forcément quelqu'un d'absolument formidable. Dans la pièce de Shakespeare, ça n'est pas le cas. Donc, de temps en temps, quand on aborde ces rôles-là,
c'est toujours très difficile c'est quelquefois difficile de les défendre. Je parlais d'Hippolyte. Il y a une pièce de Garnier qui, je crois, s'appelle Hippolyte. Enfin, il y a eu beaucoup sur ce mythe-là, il y a eu beaucoup de pièces qui sont appelées d'abord Hippolyte et Aricie, puis ça arrivait par Phèdre dans les pièces de Racine. Hippolyte est le second rôle en termes d'alexandrin. Donc ce que vous avez à jouer est très important et très difficile. Et en fait, à chaque fois qu'on dit « tiens, je vais monter Phèdre », on dit jamais qui va jouer Hippolyte. On dit qui va jouer Phèdre, qui va jouer Théramène. Alors le récit de Théramène, etc. C'est comme si Hippolyte, alors qu'il est en second plan, était ramené derrière parce qu'il ne marque pas dans l'imaginaire. Quand on joue ces rôles-là, on le sent. Il y a quelque chose à faire progresser, à défendre qui n'est pas simple. Ensuite, dans mon exercice d'administrateur, alors je dois dire, j'ai vu beaucoup d'administrateurs, j'ai entendu beaucoup d'administrateurs dire « Ah non, je ne fais pas les distributions », ce qui est un paratonnerre très, très aisé. C'est pas vrai, on fait les distributions. C'est-à-dire que, évidemment, que les metteuses et les metteurs en scène qui arrivent ont des désirs, quelquefois parce qu'ils connaissent infiniment bien la troupe, d'autres fois parce que ils aimeraient tellement avoir et Denis Podalides, et Marina Hans, et Dominique Blanc. Voilà, on revient tout le temps. Et donc je leur dis, en fait, à chaque fois, ils sont un seul, donc ils peuvent pas tout jouer, ces gens-là. Et moi, je fais des distributions dans le sens où j'essaye de faire tourner le banc, comme on dirait au foot. J'essaye de faire en sorte que des jeunes gens qui bénéficieraient tout d'un coup d'une certaine maîtrise de tel metteur en scène que je connais, qui est absolument formidable, parce qu'il fait décrocher des gens qui sont encore dans des choses très psychologiques. Il y a certains metteurs en scène qui vont les aider à accéder à un autre niveau. Donc j'essaie de les placer. Et puis, je me souviens que la première fois avec Ivo van Hove, il n'avait vu aucun spectacle du français avant de monter Les Damnés. Je suis allé à Amsterdam avec ma petite valise de VRP, avec les photos, etc. Et je me souviens très bien, dans son bureau immaculé, il regardait les photos et il me disait « Lui ?» J'ai dit « Ah, il est formidable, il est formidable. » Elle ? « Ah, elle est formidable, elle est... » Lui, c'est un grand acteur. Je ne savais pas comment faire. Et au bout d'un moment, il m'a dit Éric, il va falloir que vous me parliez. Parce que tout le monde était formidable. Et je lui ai dit, mais Ivo, je ne sais pas comment travailler comme ça. Dites-moi ce que vous voulez des rôles. Parlez-moi du personnage. Qu'est-ce que c'est pour vous que cette femme-là, que ce jeune homme-là, que ce représentant des SA, que ce SS, etc. C'est qui ces gens-là pour vous? Parce que je sais d'expérience que de temps en temps, le défaut d'un acteur peut devenir une qualité extraordinaire. Le défaut d'un acteur, un acteur n'a pas de défaut en soi, mais un trop grand sérieux, par exemple, est quelque chose qui peut tout d'un coup, dans un rôle, être extrêmement drôle et que le corps poétique, le corps mental de cet acteur-là va servir le rôle absolument magnifiquement. J'ai vu aussi Alain Françon, par exemple, qui est un metteur en scène extraordinaire et qui est très sérieux. Alain, jamais de pause pipi, les répétitions durent 8 heures de suite sans pause, il y a des grands silences où il semble tailler le bout de son doigt comme ça. Puis tout le monde attend, et puis il dit quelques mots comme ça, et il est tellement austère, il est tellement sérieux que, bizarrement, il engage, et il s'entend très bien avec Laurent Stocker, Bruno Raffaelli, enfin tous les acteurs qui n'ont envie que de rigoler. Parce que Alain Françon a besoin de mettre de la vie dans son théâtre, mais c'est comme s'il avait du mal à l'indiquer, donc il choisit des acteurs qui vont trahir son sérieux en rajoutant toute la légèreté qu'il ne saurait énoncer lui-même. Alors que s'il a en face de lui, moi j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec Alain, mais on coïncide moins parce que d'une certaine manière je lui ressemble trop, donc je lui renvoie une image à peu près la même et ça l'agace beaucoup, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, le boulot de distribution, il est dans ces volumes-là. Tout à l'heure on parlait de Hippolyte et de Phèdre.
Et je vous rappelais un souvenir que j'avais d'une représentation à l'Odéon, Valérie Dréville maîtrisant le vers racinien à la perfection absolue. Et quand on connaît la complexité du vers racinien, si vous ne phrasez pas votre vers, il est incompréhensible parce que ça va vite et en même temps c'est une musique fantastique. Et Hippolyte, c'était un choix de Luc Bondy, je crois, qui était complètement contre-intuitif. Et ce que je crois, je peux dire ça, le malheureux Hippolyte ne savait pas phraser. Et c'était un décalage terrible. Et je méditais sur un aspect que vous mentionnez, qui est l'appariement dans une distribution. Il faut que la distribution fasse coïncider ou mettre en connexion des personnalités et des types d'acteurs, des jeux d'acteurs qui puissent aller ensemble. C'est quand même aussi une autre dimension, même s'ils vont apprendre les uns des autres et se régler. Vous m'avez dit aussi tout à l'heure qu'un spectacle est représenté en moyenne 60 fois, donc 80 fois. Ou 80 fois, et ça peut aller jusqu'à 600 fois. Et donc, évidemment, et ça n'est pas toujours les mêmes acteurs, puisque un rôle est distribué sur 4 ou 5 comédiens à la Comédie Française, ou quelque chose comme ça. Donc, on a le temps d'apprendre, évidemment, et de se régler, ce qui est un cas tout à fait remarquable dans le théâtre français. Évidemment, on en reparlera de la troupe, mais voilà un système de coordonnées qui sont fascinants. L'appariement, l'apprentissage, le réglage mutuel. Évidemment, c'est des choses que vous ne pouvez pas non plus complètement anticiper d'emblée, sauf évidemment à travers l'expérience que vous avez comme administrateur, puisque vous les connaissez tous complètement. Oui, et l'appareillage, alors Thomas Estermeyer appelle ça la constellation. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il me raconte tout à fait la vérité là-dessus, mais en fait, il n'a pas besoin d'avoir une somme d'acteurs dont la qualité intrinsèque serait suffisante pour lui. Il a besoin d'avoir des acteurs qui fonctionnent avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un acteur qui fonctionne avec les autres? C'est pas forcément une complicité de jeu, parce que avoir des caractères différents, des rythmes différents, voire des manières de dire l'alexandrin différents, c'est pas forcément incompatible, mais où une Julie Deliquet, lorsqu'elle vient monter Vania à la Comédie Française, a fait des auditions avec plusieurs actrices parce qu'elle avait besoin que les couples de Sonia et de, je ne me souviens plus du rôle de la maîtresse de maison, ce couple-là, elle avait absolument besoin que ça fonctionne. Donc elle faisait des auditions de couple à chaque fois, et puis elle a changé à l'intérieur de ces couples-là pour trouver en fait là ce qui fonctionnait entre elles au-delà de leur qualité propre pour le coup. Ça c'est toujours fascinant de savoir comment je ne peux pas m'empêcher de raconter cette chose qui m'a toujours fait rêver. Lars Norén, lorsqu'il est venu à la Comédie Française monter Poussière, qui était une pièce, donc je lui dis « Vous voulez voir qui ?» Et il m'a dit « Tous les vieux ». Bonheur, pour une fois. Quel bonheur. Ostermeyer, juste avant, m'avait dit « Je veux voir que les jeunes ». Et je lui avais dit, alors c'est un peu relatif la jeunesse au théâtre, donc la jeunesse va jusqu'à quel âge? Et sa réponse était magnifique, il a dit « Jusqu'à mon âge ». Voilà. Et Lars Norén, lui, a choisi des gens, j'ai même des camarades qui se sont un peu empêchés de dormir pour atteindre une certaine fatigue, pour être sûr d'intégrer cette distribution sur ce spectacle qui était merveilleux. Et alors, à l'époque, par exemple, il n'avait pas pris le doyen de l'époque, n'était pas dans sa distribution. Donc j'étais très intrigué par ses choix, que je trouvais magnifiques, mais je n'arrivais pas à comprendre les critères. Donc je lui ai dit, Lars, est-ce que ça vous dérange de me dire quels sont vos critères de choix? Et il avait eu cette réponse tellement magnifique. Il m'avait dit, je choisis ceux qui me reviennent dans la nuit. Comme si cet être-là, et d'ailleurs c'est vrai, parce que quand on le voyait répéter, cet être-là essayait de se connecter avec l'humanité des gens qu'il avait en face de lui, et pas forcément leur qualité d'acteur. Ce qui était d'ailleurs sur les répétitions extraordinaire, parce que les acteurs extrêmement prouvants, extrêmement proposants, étaient totalement en solitude, ne savaient plus comment faire, et que les acteurs à qui on demande tout le temps, tu pourrais pas accélérer un peu,
prend du volume, et qui ont toujours des capacités olympiques un peu minorées par rapport à d'autres, là, tout d'un coup, étaient d'une tranquillité, d'une sérénité absolue, parce que c'était pas cette capacité-là à laquelle on faisait demande. Je pense qu'on abordera dans une autre séance la question des rôles ailleurs qu'au théâtre, par exemple au cinéma. Quand j'ai enquêté sur la profession de comédien, j'étais considérablement frappé par la différence d'expérience du travail d'acteur, on peut l'appeler de manière générique, au cinéma ou dans des séries télévisées ou dans l'audiovisuel par rapport au théâtre. Le théâtre, ce sont des expériences de coprésence longues, il n'y a pas de fragmentation du travail, il y a le travail de la répétition, il y a l'effort de mémorisation, il y a la culture de l'attention à autrui. Une troupe, c'est un mot fort, et il y a cette solidarité de l'équipe dans la représentation, et il y a l'aléa de la représentation. Et la répétition veut dire aussi qu'on peut se transformer au fur et à mesure que les représentations défilent. Certains pourraient dire que c'est une routine, d'autres diront non, c'est une réinvention qui a une part d'aléa chaque soir. Et j'ai entendu souvent dire, mais ça n'est peut-être pas aussi vrai maintenant, que les comédiens qui voulaient vraiment apprendre le métier allaient faire du théâtre. Parce que le cinéma ne le permet pas de cette manière-là. Peut-être que les choses ont changé. De même, le théâtre ne procède pas à des castings. Il peut procéder à 2 éditions, mais le casting, c'est la mise en compétition sur un modèle de profilage entre le rôle et l'individu qui est quand même plus étroit que le modèle disons, vitésien pour bousculer la relation entre emploi et rôle, qui est au cœur de cette indétermination relative et ensuite de cette évolutivité de l'activité du comédien. Et donc, d'une certaine manière, la comédie française, elle est dans une situation très particulière parce qu'elle est la seule maison qui a des emplois permanents où les individus, les comédiens vont avoir des séries très longues de rôles. Ils alterneront beaucoup, on en reparlera, mais tout de même, alors que l'autre monde, a fortiori celui du cinéma, c'est la fragmentation du travail, c'est le profilage, etc. etc. Et donc, je me suis posé vraiment la question de savoir comment on peut construire cet apprentissage du métier d'acteur en ayant à la fois une carrière longue dans une seule institution par rapport à la variété d'expériences qu'il y a ailleurs et en même temps le bénéfice de cet approfondissement et de ce renouvellement à travers de multiples rôles. Et donc, quand on en a parlé, vous m'avez beaucoup énuméré toutes sortes de facteurs qui font que les comédiens sont à la fois ont une très grande intensité de travail, mais aussi une capacité de pouvoir se renouveler et d'alterner les situations de travail. Voilà des réflexions auxquelles je dois répondre. Pour vous laisser le temps de répondre, je peux rappeler que la comédie française, c'est à peu près 60 comédiens en activité, 540 sociétaires depuis l'origine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est à peu près vous. Voilà, la totalité de la comédie française depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, c'est 540 sociétaires. C'est quand même extraordinaire pour mesurer. Et si vous voulez un élément de comparaison, quand j'ai fait mon enquête à la fin des années 90, il y avait 12 000 comédiens en activité, 60 à la comédie française. Et les autres travaillaient au projet. La comédie française est la seule maison où on ne travaille pas comme ça. Et donc, je me suis vraiment posé la question, mais comment ce modèle fonctionne au juste ? Et c'est l'origine de cette question que je viens de vous poser. Le coefficient d'apprentissage, le coefficient de lutte contre peut-être la routinisation et l'évolutivité dans la prise de rôle et dans la performance des rôles. Il reste dans le métier, je ne réponds pas tout à fait, je recoupe ce que vous disiez avant. Oui, dans le métier, il reste une hiérarchie. Je ne sais pas si elle est juste, mais en tout cas, on estime toujours que le théâtre est le cœur du métier par rapport au cinéma. On pense toujours que
l'origine tâcheronne, laborieuse, mais belle, elle est au théâtre, et que le cinéma, évidemment, en termes de visibilité et de salaire, c'est tout autre chose, mais un Thierry Godard, par exemple, qui vient de rentrer à la Comédie Française, après avoir fait une carrière d'abord au théâtre, puis une longue carrière ensuite au cinéma et à la télévision, pourquoi est-ce qu'il revient? Parce qu'il revient à la source, et qu'il me dit, en termes de texte au cinéma, de textes philosophiques, poétiques, fondamentaux, on est sevré extrêmement vite. Il a un tel physique que lui, très souvent, quand même, il sort des flingues en disant « Arrête-toi, arrête-toi !» Au bout d'un moment, ça se réduit, malgré toute sa qualité d'acteur, mais on revient au théâtre pour reprendre texte, pour reprendre sens. Marina Hans, quand elle est revenue aussi, elle est partie de la Comédie Française, puis elle a fait 10 ans à l'extérieur, donc on connaît cette magnifique carrière qu'elle a eue, qui a débuté. Elle était rentrée à la Comédie Française au moment où elle avait eu son César pour L'amant de Lady Chatterley, donc c'est peu dire évidemment que les sirènes du cinéma chantaient à plein à ce moment-là, et elle est revenue 10 ans après, comme si elle revenait au sein de sa famille de sens, là où tout d'un coup la matière est belle. À propos des rôles et des emplois à la Comédie Française, il y a une chose assez magnifique qui, moi, m'a fait un bien fou, c'est qu'on ne sait jamais pourquoi est-ce qu'on est pris, et on ne sait jamais si c'est vraiment nous qui devions jouer ce rôle-là. Parce que dans la mécanique improbable, la mathématique improbable de pratiquement 900 représentations dans l'année, si je compte la salle Richelieu, le Vieux-Colombier, le studio Hors-les-Murs à Paris et les tournées, et tous les akouskis, c'est-à-dire toutes les lectures, les lundis du Vieux-Colombier, etc., voilà, mais tout ce qui est devant un public, ça fait 900 représentations avec 60 actrices et acteurs. Donc dans cette chose-là, quand bien même j'aurais moi une sorte d'ennemi absolu que j'aimerais mettre au placard, dans cette mécanique-là, au bout d'un moment, ça se trouve, elle jouerait le premier rôle malgré ma volonté de l'arrêter. Donc quand on joue les rôles à la Comédie Française, très souvent on apprend que c'était pas nous qui étions choisis, mais que la personne finalement ne pouvait pas pour telle et telle raison. Quelquefois on répète les rôles à deux, parce que le premier acteur va pouvoir faire les 20 premières représentations, mais ensuite il part en tournée ou dans un autre théâtre. Il va jouer ce qu'on appelle en série au Vieux-Colombier, donc 6 fois par semaine, donc il ne peut plus être dans l'alternance de la salle Richelieu, donc on travaille à deux. J'ai toujours adoré ça, parce que alors, le problème de l'ego est effacé immédiatement, ou même du rapport au personnage. Pourquoi moi, je joue cette chose-là? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que c'est quoi les qualités diffuses sur lesquelles je peux m'appuyer pour peut-être arriver là-dessus, ce qui généralement embrouille totalement l'acteur, voilà, qui se fait des idées qui généralement ne sont absolument pas demandées. À la Comédie Française, assez régulièrement aussi, on joue des rôles qui ne sont pas faits pour soi, qui sont pas, et là on sort de l'emploi. Je me souviens toujours d'un coup de téléphone avec Didier Sandre pour lui demander de jouer Géronte dans Scapin. Didier m'a dit « Géronte ?» Je dis « Oui, Didier. » Il dit « Mais je ne peux pas jouer Géronte. Je ne suis pas Géronte. » J'ai attendu, puis j'ai attendu d'essayer de trouver une autre solution. Puis au bout d'un moment, je l'ai rappelé pour lui dire « Écoute Didier, en fait, c'est toi Géronte parce que j'ai personne d'autre. » Et ce qui arrive très souvent à la Comédie Française. Donc il m'a dit « D'accord, mais je te préviens, pas en Commedia dell'arte. » Et quand on voit ce qu'il fait, cochon qui s'en dédie, parce que vraiment, il fait l'absolu contraire de ça. Et Didier a presque découvert ses capacités d'acteur comique à un certain âge. Parce qu'avant, son emploi à l'extérieur était justement plutôt le misanthrope. Voilà, tout ce qui découle d'une figure du misanthrope, du prince d'Aquitaine à la tour abolie, voilà, quelque chose d'un peu sombre comme ça, très belle mais sombre. Et là, il m'a dit il n'y a pas longtemps que finalement, il avait pratiquement jamais eu autant de succès que dans Géronte. Voilà, et qu'il a découvert cette chose-là. Donc mais c'est vraiment quelque chose de même que actuellement, voilà, dans le Soulier de satin, Edith Proust joue Donia Musique et Suliane Brahim jouait Donia CTP.
Et Suliane est partie, je le savais dès le début qu'il y aurait ce remplaçant-là, Suliane est partie pour aller jouer Bérénice actuellement au Théâtre du Vieux-Colombier. Et donc j'ai demandé à Edith, c'était prévu depuis le début, de jouer et musique et Donia CTP. Donc j'ai retravaillé avec elle. Et c'est génial, c'est pour ça d'ailleurs que on pourrait toujours penser qu'il y a de reprise en reprise, la qualité du spectacle s'amenuise, comme une chose qui serait usée. Au contraire, généralement, la qualité monte, parce que j'avais pourtant tellement travaillé avec cette sublime comédienne qu'est Suliane Brahim, mais quand Edith est arrivée, ben, c'est pas la même voix, c'est pas le même corps, c'est pas la même énergie, et tout d'un coup, j'ai compris plein de choses différentes de la scène, alors que je pensais d'en avoir fouillé toutes les alvéoles de sens. Et ce simple changement a ouvert les chakras de la scène d'une manière, et je pense que quand Suliane reviendra, elle bénéficiera aussi des qualités autres qu'on a trouvées à la scène. Et pour l'usure, on pense... Oui, pour une actrice ou un acteur, jouer 90 fois du mardi au dimanche le même spectacle, ça oblige, ça oblige à réinventer tout le temps, mais le phénomène d'usure ou les vieux souvenirs scolaires, quand on arrive vers le jeudi, ça commence à sentir la relâche, donc on est un peu content. À la Comédie Française, on ne l'a jamais. Ce système est extraordinaire pour ça, c'est qu'on ne joue jamais les mêmes jours le même spectacle. Ouais. Si vous jouez tel spectacle le dimanche après-midi, ensuite le mardi et le jeudi, ben, la semaine d'après, vous allez jouer le lundi, le vendredi et le samedi après-midi. Ça change tout le temps. D'où l'attention extraordinaire que les actrices et les acteurs ont sur le plan de travail. Parce que l'alternance, il y a des critères évidemment, mais plutôt de changement de décor, etc., de nombre de représentations, mais c'est pas du tout pour les arranger. Donc ça ne les arrange pas. Et... à force de jouer, en fait, ça se renourrit. Vous jouez un rôle le mardi, un autre rôle le mercredi, peut-être un autre rôle le jeudi. Donc, il n'y a pas de phénomène d'usure. Et à chaque fois qu'on reprend un spectacle, sur de la tragédie, par exemple, il nous arrive de ne pas jouer une tragédie pendant 10 jours. Et ensuite, on la joue. Et là où tout le monde, dans le métier, en tout cas en France, se dirait il faut se faire une italienne, il faut faire un raccord, on ne l'a pas joué depuis très longtemps. En fait, on n'a pas le temps, la Comédie Française, parce que lorsqu'on joue le soir, la plupart des acteurs sont en répétition jusqu'à 18h, il faut bien qu'ils mangent, enfin voilà, il faut bien qu'ils aient un petit sas entre les deux. Donc la convocation de chacun pour se remettre à niveau de sa mémoire, de ce que ça implique, c'est un réveil absolument permanent. Julie Deliquet, qui est une magnifique metteuse en scène qui dirige le théâtre Gérard Philippe. La première fois qu'elle est venue, elle avait un petit peu peur de perdre sa famille d'acteurs et de découvrir d'autres acteurs. Et elle disait, mais non, moi j'ai mon collectif. Et je disais, mais tu sais, la Comédie Française, c'est le plus vieux collectif de France, du monde même d'ailleurs, en activité. Donc si tu aimes des gens qui ont tout joué ensemble, qui se connaissent excellemment bien, sur lesquels il y a des complicités que tu n'as même pas à créer parce qu'elles sont là depuis longtemps, tu as cette qualité-là. Et je lui disais aussi, parce qu'elle a une technique assez intéressante où elle prend une pièce et au lieu de se dire ben, c'est scène 1, scène 2, scène 3, elle redécoupe l'ensemble de l'histoire plutôt dans des séquences de sens que de pagination qui quelquefois sont plutôt des logiques d'édition qu'autre chose. Et elle donne des numéros à ça et de temps en temps, même dans des spectacles qu'elle a pu jouer devant un public, elle change la séquence, elle change l'ordre des séquences, pour qu'à chaque fois l'acteur soit absolument réveillé, soit pas du tout dans une connaissance de ce qui arrive, pour essayer simplement de trouver le hic et nunc de la représentation. Et je lui disais, mais à la Comédie Française, tu vas avoir que des acteurs qui ne savent quelquefois pas avec qui ils vont jouer le soir même. J'ai joué, moi, Christian de Villette dans Cyrano de Bergerac. On était, je ne sais plus à la combien, et pendant tout un moment, j'arrivais très très tard parce que j'avais autre chose à faire avant. Et il y a un tire-laine dans le premier acte qui essaie de prendre une bourse dans le pantalon de Christian. Et donc je prenais une main et je me retournais pour dire ma réplique. Et je ne savais jamais si c'était Anne Kessler, Julie Sicard ou une autre actrice. Il y en avait 3 qui jouaient et j'avais le plaisir à chaque fois de sortir une main de ma poche en disant « Ah, c'est toi ce soir !» Voilà. Et donc le réveil de jeu, il est incessant. Donc là où on a l'impression que ce serait usant parce qu'il joue trop, comme en fait on jongle avec plein de balles différentes, pour le coup c'est un réveil permanent. Oui,
Vous m'aviez parlé de cette caractéristique très particulière des comédiens, vous disiez, ils sont rapides, ils sont chauds, ils travaillent beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que pour expérimenter, pour faire jouer toutes ces variables que vous venez de mentionner, l'aléa, la rencontre fortuite, l'incertitude sur l'agenda, etc., il faut que votre matière humaine soit extraordinairement à la fois flexible, mais tendue dans l'effort aussi. On ne peut pas être comme ça, tranquille. On est sous une forme de pression assez permanente, alors que pourtant on est dans des systèmes d'emploi qui ne sont pas ceux de l'aléa des projets, des choses comme ça, comme on le trouve chez les comédiens qui travaillent dans l'intermittence, qui ne savent pas quel sera le projet suivant, etc. Ici, on est dans un autre monde. Et c'est ce qui m'introduit à ce modèle très particulier de la comédie française. C'est à la fois une compagnie des égaux AUX, il y a évidemment, comme tout comédien peut l'être, des égaux OS, mais il y a une forme un creuset pour faire, en quelque sorte, aboutir à un modèle collectif. Quand je vous ai parlé de talent, puisque j'ai consacré ici même des cours à cette question du talent, et dans les arts, on peut en parler, et vous m'avez dit tout de suite, non, le mot de talent est banni à l'Académie, à la Comédie Française. C'est le mot société de talent qui compte, et même parce qu'il y a à la fois des individualités et en même temps, c'est le collectif. Et c'est d'ailleurs la devise simul et singulis. Voilà. Et donc, on a et comme administrateur, évidemment, vous devez régler toute cette organisation qui est à la fois extrêmement individuelle. Les comédiens sont des individus, et Dieu sait, le corps poétique dont vous avez parlé, la volonté d'exprimer jusqu'au maximum de ce qu'on peut être, de développer tout son potentiel, etc. Et en même temps, ils sont tenus par une solidarité et une collectivité. Et toute la mécanique de la comédie française, c'est sans arrêt de jouer sur ces deux variables-là pour les faire fonctionner au bénéfice de l'intensité de travail. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est facile ? Non, c'est pas facile. Non, mais on pourrait se dire, de l'extérieur, on peut toujours se dire que, voilà, avoir des contrats... Alors, lorsqu'on est pensionnaire, on est engagé par l'administrateur, et ensuite, une fois qu'on est engagé, son grandissement dans la société, dans le théâtre, est confié à vos pairs, PAIRS, qui vont vous faire grandir ou non. Voilà, il y a un comité chaque année qui est constitué par les sociétaires, donc par des gens qui sont sur le plateau tous les jours, en répétition tous les jours, et qui jouent tous les jours, qui sont en parfaite connaissance de ce que c'est que la matière de ce métier, qui changent chaque année, et c'est eux qui vont jauger, estimer, juger quelquefois le travail des uns et des autres. Ensuite, c'est ce même aréopage qui va vous coopter au sociétariat au bout de quelques années. Et lorsque vous êtes sociétaire, votre cas est réexaminé chaque année, mais vous avez des contrats de 5 ans. Jusqu'à 30 ans de maison. Au bout de 30 ans de maison, c'est à nouveau chaque année. On pourrait se dire un contrat de 5 ans pour un comédien, c'est extraordinaire, ça n'arrive nulle part. Donc on pourrait avoir l'impression que tout ça fait des fonctionnaires un petit peu avachis, qui lisent Le Parisien en répétition et qui se disent de toute façon je suis à l'abri, aucun problème. C'est pas du tout ce qui arrive, évidemment. C'est pas du tout ce qui arrive, non seulement parce que avoir des rôles, ne pas les avoir, les estimer, être heureux pour son camarade de loge qu'il ait le rôle auquel vous prétendiez vous quand même. Voilà, toutes ces choses-là sont... Dans ce métier, de temps en temps, on fait un casting, on ne l'a pas, et puis 2 ans après, on va voir un film en disant tiens, c'est lui qui l'a joué, j'aurais été mieux. Enfin, voilà, ça passe très vite. À la Comédie Française, vous connaissez, vous travaillez tout le temps avec les gens qui sont choisis. J'allais dire pas à votre place, mais qui sont choisis. Donc, c'est pour ça que les acteurs sont angoissés. Ce sont des gens extrêmement éclairés. La plupart du temps extrêmement philosophe, mais il y a une angoisse sourde dans ce métier qui est due au fait qu'on ne sait pas pourquoi on est pris, mais dans ce sens-là, on peut toujours se dire « je suis pris ». Voilà, c'est aussi simple que ça me paraît normal. Par contre, lorsqu'on n'est pas pris, pourquoi est-ce qu'on n'est pas pris ? Qu'est-ce qu'on doit changer ?
Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc cette angoisse-là, à la Comédie Française, les gens l'ont autant qu'à l'extérieur, voire plus. C'est comme s'il y avait une loupe, comme on est dans un microcosme comme ça, avec 60 acteurs, on en voit les réseaux beaucoup plus que si on se dit on est au milieu des 12 000, dans lequel on peut se dire bon, je ne le connaissais pas, ou je sais pas, il y a toujours des raisons à se dire. Là, c'est plus difficile. Et il y a en plus le fait que ce métier n'est pas équitable. Pourquoi est-ce que je suis rentré au conservatoire et pas mes potes avec qui je travaillais et que j'adorais et dont j'estimais absolument le travail? Pourquoi je suis rentré à la Comédie Française et pas mes potes que j'estimais beaucoup? Il n'y a pas de raison objective à ça. Donc on sait au bout d'un moment que ça n'est pas équitable. Mais un acteur rentrant à la Comédie Française développe un fantasme d'équité parce qu'il y a une troupe. À laquelle je peine beaucoup à répondre à cette chose-là. Donc les actrices et les acteurs me demandent toujours beaucoup de choses, me demandent pourquoi ils ne sont pas pris, soupçonnent toujours. J'ai mis un bout de temps à comprendre cette chose-là, parce que lorsque je suis devenu administrateur, je faisais partie de la troupe, et je crois que j'avais une figure plutôt de rigueur, plutôt d'être un peu insulaire. Voilà, on venait me demander mon avis sur beaucoup de choses et je n'étais pas affidé à des gens ou à d'autres, etc. Voilà, c'est sans doute pour ça aussi que je suis devenu administrateur. Et tout d'un coup, je sentais beaucoup de soupçons. Et je ne comprenais pas en disant qu'est-ce qui a changé en moi pour leur donner l'impression que j'ai manipulé les choses ou que je m'arrange avec les choses ou que j'aurais des préférences ou que des détestations, etc. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris, une petite théorie que j'ai montée tout seul, en disant que en fait les acteurs avaient besoin d'un Saint-Sébastien utile. C'est-à-dire qu'ils avaient absolument besoin de poser un soupçon. Parce que juste vous dire je ne suis pas pris parce que sans doute je n'étais pas suffisant ou je ne sais pas trop quoi qui ne convenait pas, mais c'est dur parce qu'on n'arrive pas à le définir. Le fait de dire non mais oui tu me dis ça Eric, mais quand même c'est parce que je t'ai en tournée, m'a pas vu, etc. Puis pourquoi tu m'as pas proposé ça? Parce qu'en fait je jouais ça, mais j'aurais dû avoir le choix de faire ça. Donc quand même ça veut dire parce que l'autre il a eu un congé, voilà. Au bout d'un moment, toute cette soupe d'intention fait qu'ils arrivent à poser un soupçon en disant « je n'ai pas le rôle parce qu'il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas pu l'avoir ». Et quand je disais que le mot talent est tabou, c'est qu'il y a un moment dans la discussion où on n'arrive jamais à dire « mais c'est peut-être parce que la personne qui a été choisie aurait plus de talent que toi ». Ça, c'est impossible. Ouais. C'est trop creusant, et puis en plus, le talent, qu'est-ce que c'est? Enfin, je veux dire, objectivement, moi, je ne pourrais pas dire qu'il y a du talent et pas de talent. Je ne peux pas dire cette chose-là. Donc ça, c'est tabou. Mais un acteur, il a besoin de pouvoir descendre dans la salle de répétition et être joyeux. Oublier tous ces trucs-là, pour en plus jouer magnifiquement, en rigolant, en allant boire des coups, en parlant du projet, etc., avec le camarade qui a eu le rôle. Donc le fait de pouvoir, dans l'après-midi, me balancer une flèche, pas à moi, mais à l'administrateur général, à celui qui forcément a instrumentalisé les choses, est une manière d'être léger. Donc au bout d'un moment, j'ai compris que c'était aussi ça mon rôle, d'être un Sébastien utile, parce qu'il faut bien, comme dans les westerns, les poteaux avec les tomahawks, il faut que ça se plante quelque part, parce qu'ensuite, voilà, les gens sont plus libres. Et ce que j'ai essayé de faire, et ce qui est passionnant à faire, mais extrêmement difficile, c'est qu'il y a des comités, et à chaque fois qu'il y a un comité, il y a 10 personnes, dont je fais partie, avec le doyen, et 6 sociétaires élus et nommés, et puis des membres suppléants qui sont là. Et donc il y a tous les sexes, toutes les générations, et on parle du travail des uns et des autres. Alors c'est quoi les critères ? Il n'y a pas de critères lorsque c'est un comédien. Il y a 2 grands critères qui essayent de se réunir. C'est ce que j'appelle les phares en mer. Vous avez des actrices et des acteurs, ils rentrent sur un plateau, ils mettent tout le monde d'accord. Ils ont une telle puissance expressive, c'est tellement fondé, il y a un tel univers qui arrive avec eux que tout le monde se dit « ouais, il n'y a rien à dire, bon, c'est là ». En même temps, ceux-là, si vous partez en tournée avec, de temps en temps, vous vous dites « oh, ils sont moins rigolos quoi, quand ça part en tournée ». Par contre, il y a une autre catégorie qui s'appelle les bijoux, ce que j'appelle les bijoux de travail. C'est des gens, quand vous voyez leur nom sur la distribution, vous faites « ah ouais, chouette ».
Et c'est pas forcément ceux qui ont des volumes de canon de Navarone, c'est pas forcément ceux qui sont les plus... Voilà. Mais c'est des femmes et des hommes absolument géniaux dans le travail, qui sont des modérateurs, des passeurs, c'est là où ils rigolent exactement, là où il faut, etc. Puis partir en tournée avec eux, c'est un bonheur absolu, parce que vous allez vous marrer, vous allez voir des choses très intéressantes, ça va être un vrai voyage, ça va être magnifique. Donc on essaye, c'est le simul et singulis, voilà, le « et » étant la chose la plus importante. Donc, lors de ces comités, on essaye de mettre ces deux grilles, comme ça, l'une sur l'autre, pour essayer d'estimer le travail. Et puis moi, après, je propose que j'appelle des rendus de comité. Il y a à peu près, ce n'est pas obligatoire du tout, il y a à peu près un gros tiers de la troupe qui vient le chercher pour se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on pense de moi ? Comment mon travail est estimé, voilà, j'ai fait ça et ça et ça, qu'est-ce qu'on en dit? Et moi, je suis en charge, évidemment, pas de dire un tel a dit ça, puis un tel a dit ça. Hein, parce que, voilà, je fais une sorte de portrait chinois, comme ça, je mélange les dièses et les bémols, et j'essaye d'en tirer la substantifique moelle, en disant à chaque fois, je leur dis, c'est pas objectif du tout, ça peut t'énerver, tu peux ne pas être d'accord, et ça peut être... pas objectif, simplement c'est ce que tu donnes, c'est l'impression que tu donnes. Donc sache-le, mets-le quelque part, voilà, sache cette chose-là. Et ce que j'essaie de faire, c'est en discutant avec l'actrice ou l'acteur, d'essayer de voir pourquoi ça donne ça, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses artistiquement, je veux dire, comment un acteur peut grandir, et puis de cette discussion de temps en temps sur les distributions, lorsque j'ai un peu de marge, qui a 3 noms possibles ou 4-5 noms possibles, j'essaye des fois de mettre la personne pour qui ce rôle ou cette metteuse en scène va faire du bien ou va peut-être créer la petite épiphanie qui manque à ce moment-là. Donc voilà, avec la troupe, c'est le travail de fond que je dois faire. Comme vous m'avez dit, je suis protestant, juste, rigoureux et prêt à prendre les flèches. Voilà. Mais ce qui est fascinant dans ce que j'ai appris sur la comédie française, à travers nos dialogues et aussi quelques lectures, c'est évidemment qu'il y a des mécanismes et il y a toutes sortes d'aspects psychologiques. Les mécanismes sont assez étonnants. Pour faire fonctionner cette coopérative, il y a l'emploi qui est d'abord celui d'un pensionnaire, donc on entre pensionnaire, et c'est une période probatoire, on peut ne pas devenir sociétaire. Au bout d'un certain nombre d'années, on peut devenir sociétaire très vite, ou bien le devenir beaucoup plus lentement. Et ensuite, quand on devient sociétaire, d'abord, quand on ne le devient pas, premier choc, évidemment, pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas devenu? J'ai lu là les témoignages de votre doyen actuel, Thierry Ansys, et le fameux comité, c'est pas du Kafka, mais c'est parce que c'est un comité très collectif qui se renouvelle chaque année. C'est étonnant, tous ces rouages de la construction d'une coopérative et d'une collectivité qui fonctionne sur de longues années et en même temps où il y a en permanence une sorte de regard à 360 degrés sur le travail de chacun, de tous sur chacun et de chacun sur tous. Et donc, Thierry Ansys, le doyen, dit pourquoi le comité demande-t-il à certains d'abord de ne pas être promus sociétaires et ou a fortiori à certains sociétaires de partir. C'est encore plus redoutable parce qu'eux ont franchi la première étape, mais ils vont partir. Et il dit, si personne ne part, on ne peut pas engager de nouvelles têtes. Or, la troupe a besoin sans cesse d'être renouvelée. Sinon, au bout de quelques années, on se trouverait vite à jouer des pièces de vieux. Il faut que ça bouge, c'est le deal. Donc, ça n'est pas une vie de tout repos non plus, même si on est dans un modèle qui paraît offrir un certain nombre de sécurités. On a vu que ça n'est pas tout à fait le cas. Et en même temps, c'est un modèle où tout le monde vit ensemble tout le temps. Et donc, tout le monde se connaît tout le temps. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut être sollicité pour partir. Donc c'est assez rude, évidemment. C'est ce qui nous distingue un peu de la comparaison avec le modèle du Collège de France, puisque ça a été discuté dans la première séance avec Thomas et William. Mais voilà. Et donc, cette affaire-là est vraiment très délicate. Et ce que vous venez de dire dans position d'administrateur,
Et il y a 2 étapes. Le comité, le fameux comité d'organisation, lui, il juge collectivement. Et donc, comme vous m'avez dit, et comme on peut le trouver regardez les rapports d'activité de la Comédie Française, ils sont très passionnants, ils sont en ligne, et ils sont pleins d'informations intéressantes. Et ces rapports disent il y a une construction de l'objectivité sur les jugements qu'on peut porter sur les individus parce que c'est collectif. Quand on est dans des situations d'incertitude, évidemment, le collectif joue le rôle d'une réduction d'incertitude et d'une approximation d'objectivité. Mais ensuite, l'individu sur qui on a porté le jugement, le comédien ou la comédienne, elle ou lui se retrouve avec un élément fondamentalement subjectif. Et c'est là qu'intervient la discussion du DRH administrateur qui va devoir gérer cette affaire-là. Et on n'est plus dans le collectif, mais on est dans l'individuel. Et c'est sans arrêt ces mécanismes-là qui font basculer un modèle organisationnel subtil, parce qu'il est incroyablement stable depuis des centaines d'années. C'est hallucinant quand même, un système pareil qui traverse les siècles et qui en même temps est pétri de matière humaine et de psychologie et de coopération, d'incertitude sur soi et sur autrui. La troupe est un muscle, et comme tout muscle, il se doit d'être irrigué. Donc effectivement, le changement doit faire partie, comme c'est la vie. Donc on essaye évidemment de faire en sorte de ne pas avoir à se libérer d'une présence pour en faire venir une autre. On essaie vraiment de regarder le plus objectivement possible chaque cas. Mais le défaut serait, oui, quand Thierry dit on jouerait plus que des pièces pour vieux, donc la pièce de Lars Noren, ce serait très bien, on jouerait plus que ça. Mais c'est parce que le réflexe est de ce que j'appelle la protection générationnelle. C'est-à-dire que vous êtes avec des gens de votre âge, vous avez grandi ensemble dans cette maison, au bout d'un moment vous êtes devenu sociétaire, vous êtes sociétaire de plus en plus capé, vous arrivez à l'âge entre 40 et 50 ans, voilà, vous êtes le socle de la Comédie Française, et vous avez vécu les mêmes spectacles, vous avez eu les mêmes maîtres, vous avez eu les mêmes grands spectacles, voilà, vous avez fait les mêmes tournées, et au bout d'un moment c'est dur de se regarder les uns les autres. On fait partie d'une bande, et donc on a toujours besoin de faire venir de jeunes sociétaires qui nous regardent de leur point de vue et qui font un tri qui de temps en temps peut nous étonner. Mais moi je me souviens quand je suis rentré dans cette maison, et je l'ai trouvé extraordinaire pour ça, parce qu'il y avait des gens à qui je voulais absolument ressembler plus tard, et des gens à qui je voulais absolument pas ressembler plus tard. Voilà. J'avais un panel absolument formidable de types de carrière et de talents, de caractère qui était folle. Voilà. Et quand on parle de ce comité, c'est toujours pris comme une... il faut se dire 2 choses. En fait, pourquoi est-ce que la Comédie Française et cette société des comédiens français, dite société de talent, existe depuis 1681 ? Parce qu'elle a pris ses destinées en main depuis 1681, et depuis 1681, les critères sont à peu près les mêmes, et la manière de faire est à peu près la même. Parce que sinon, la longévité de cette maison tient à ça. C'est pas la protection de l'État, et qu'il soit un royaume ou une république, c'est que cette coopérative d'acteurs a décidé de prendre, lorsque vous passez sociétaire, c'est formidable, vos pères vous applaudissent, vous rentrez dans la société, c'est toujours extrêmement émouvant, c'est une reconnaissance de son travail, etc. Mais en fait, vous prenez la responsabilité d'être au comité un jour. On ne peut pas refuser d'être au comité, qu'on soit nommé par l'administrateur ou élu par ses camarades. Et être au comité, c'est exercer une responsabilité, pas un pouvoir, une responsabilité justement d'irrigation de la troupe avec des moyens qui sont peu objectifs. Mais à l'extérieur, vous le voyez bien, c'est les grandes aventures artistiques, elles durent 20, 25 ans. 15, 20, 25 ans, pas plus. Parce que généralement, ce sont des générations spontanées magnifiques qui sortent d'école, qui ont inventé quelque chose de singulier, sur lesquels ils travaillent. Puis au bout d'un moment, ça s'épuise.
Et le jour où il faut faire rentrer des grands-parents et des petits-enfants à l'intérieur de ce groupe-là, quand Paul dit à Jacques, écoute, je crois que tu es déjà parti dans ta tête, Jacques répond à Paul, toi-même, parce que ça n'est pas institué. Donc généralement, le groupe éclate, parce que comment se séparer de gens avec qui on a créé une fidélité et une cohérence pendant très longtemps, c'est extrêmement difficile. À la Comédie Française, depuis 1681, c'est absolument établi, cette chose-là. Et ce qui est établi aussi, c'est que qui pourrait décider, mis à part les gens qui font exactement le même métier que vous, dans les mêmes conditions, le même nombre d'heures, la même fatigue, les mêmes petits rôles, les mêmes grands rôles, pour estimer de votre travail, ce serait qui? Le public? Non. La ministre? Là, les ministres, je vous rappelle, en 11 ans, j'en ai connu 8. Donc voilà, c'est même plus de l'objectivité, là, c'est du turnover. Le masque et la plume, pas simple non plus. Donc c'est quoi la solution? La solution qui a été trouvée par la Comédie Française, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont les gens avec qui vous travaillez tous les jours, qui au bout d'un moment vous estiment, il y a 10 personnes à qui on demande de parler sur une matière, encore une fois, subjective, en espérant que le camarade d'à côté va dire tu vois, mais achète-toi des lunettes parce que c'est pas du tout ce que je pense de cette... tu n'as pas travaillé depuis longtemps avec, tu n'as fait que voir le spectacle, moi je l'ai vu en répétition, c'est un autre monde que tu décris, enfin voilà. Donc avec toutes les contradictions possibles, il s'avère de temps en temps, dans les très bonnes nouvelles, une cooptation ou une mauvaise nouvelle, un départ, c'est l'ensemble des subjectifs qui deviennent les mêmes, et au bout d'un moment, 10 subjectifs qui sont exactement les mêmes commencent à ressembler à quelque chose d'un peu objectif. Mais ce sont vos pairs qui en décident. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette chose-là. La violence n'est pas celle d'un groupe qui déciderait de choses pour les autres au point du jour, au point d'eau, comme ça, en loose day. C'est pas ça. La violence vient du fait que lorsque les gens qui connaissent votre métier estiment que vous ne le faites plus bien, c'est pas facile. On peut se mettre en colère. C'est salvateur, la colère. Des fois, lorsque dans un divorce, on dit des choses atroces parce qu'au moins on peut quitter la chose, voilà, c'est libérateur. Là, comme c'est vos camarades, il y a une notion de vérité qu'on a du mal à placer. Je veux dire par là que vous rechappez des pneus à Saint-Étienne et votre usine ferme parce que la holding asiatique qui vous a racheté, etc., décide qu'en fait elle n'a plus rien à faire. Poser sa colère, brûler des pneus en disant de toute façon ce PDG qui est très très loin n'est jamais venu, il ne connaît pas mes enfants, il ne sait pas comment je travaille. Voilà. De se dire ouais, mondialisation, on peut y aller. Quand c'est les gens qui ont rechappé des pneus avec vous qui vous disent là, tu le fais plus bien et tu nous mets pas dans la cadence. Donc il y a un moment où alors tu es devenu trop rêveur, il faut que tu changes de métier. C'est pas facile à entendre. Cette vérité-là, elle n'est pas facile à poser, mais je n'ai jamais rien vu dans le système de la Comédie Française d'aussi démocratique, parce que vous avez raison, ça change absolument chaque année. Je n'ai vu que des scrupules absolus. On passe 7 matinées pour prendre le temps d'observer le travail de 60 actrices et acteurs. Donc on prend le temps, à chaque fois le plus possible, pour essayer d'exercer cette responsabilité de la façon la plus calme et la plus éclairée possible. Un administrateur, il a beaucoup de boulot. C'est un primus inter pares, vous l'avez compris, mais j'ai fait la liste de ses responsabilités. Programmation artistique des 3 salles, choix des œuvres et en lien avec le comité de lecture, l'enrichissement du répertoire, choix des metteurs en scène et constitution des distributions, engagement des comédiens amenés à intégrer la troupe en tant que pensionnaires. Donc c'est du boulot. Et en même temps, c'est le garant d'un fonctionnement égalitaire. Et ce fonctionnement égalitaire, il est assez, on l'a déjà abordé, mais vous avez vu la tension qui existe. Il y a des comédiens qui sont plus visibles que d'autres. Vous m'avez dit, quand on s'est parlé, les journalistes adorent mettre le spot ou l'insistance sur tel ou tel comédien, Denis Podalides ou Laurent Lafitte ou Marina Hans, etc. Et de l'autre côté, il y a cette typologie avec les bons camarades, ou ceux avec qui on est bien. Et donc, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent tirer vers une certaine forme d'écart entre les uns et les autres. Et vous m'avez cité toutes sortes de cordons de sécurité.
la rémunération. La Comédie Française paye les femmes et les hommes depuis l'origine au même prix, de la même manière. C'est quand même extraordinaire. Et puis, il y a d'autres mécanismes, mais vous allez en parler, mais je ne résiste pas au plaisir de vous en mentionner, parce que j'ai appris. Il y a par exemple, dans la rémunération, vous avez des éléments fixes et des éléments variables. Les fameux feux, mais vous allez en parler mieux que moi. Un comédien qui n'a que des petites participations dans un spectacle, qui avait plusieurs petits rôles dans un spectacle, peut être mieux payé que le premier rôle, que Laurent Lafitte dans Cyrano de Bergerac, parce qu'il a obtenu des suppléments divisibles grâce auxquels il va combiner tous ces éléments de rémunération et aller au-dessus de Laurent Lafitte. Ça, c'est un autre mécanisme. Il y en a un autre qui est l'affiche. Au cinéma, c'est une affiche, il y a les noms en gros et les petits noms, et puis le générique qui défile à toute allure à la fin, etc. On sait bien tout ça. Mais à l'affiche de la Comédie Française, il n'y a jamais de nom en caractères gras ou plus grands les uns que les autres. L'ordre est celui de l'ancienneté dans la troupe. C'est un modèle à peu près pur et parfait de ce qu'on appelle en sociologie un marché interne. Vous entrez et vous progressez. Mais dans un marché interne, vous ne sortez pas aussi simplement que dans ce monde-là où vous êtes, on vient d'en parler. Et puis, il y a la question du salut. Il faudra que vous en parliez aussi. Mais tous ces mécanismes-là, ce sont des réglages symboliques et quotidiens qui assurent, en quelque sorte, qui sont des ciments de collectivité. Oui, il y a une friction. Enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est que les statuts de la Comédie Française, ces us et coutumes, de ce point de vue-là, sont absolument contraires à la loi du marché. Et ça préserve magnifiquement cette maison. Le jour où on changera cette chose-là, ce qui n'empêche pas des frictions, parce qu'effectivement, vous savez que les comédiennes et les comédiens du Français font du cinéma, mais l'assassinat du duc de Guise, le premier film, il y avait déjà des sociétaires de la Comédie Française dedans, donc voilà, c'est un chemin parallèle, ils ont toujours tourné. Vous savez que les agents sont censés rappeler aux productions de cinéma ou de télévision qu'il faut mettre de la Comédie Française, ou sociétaire de la Comédie Française, lorsque c'est un sociétaire de la Comédie Française comme ça, quand c'est un pensionnaire. Il y a certaines époques, c'est arrivé, où les gens nous répondent, écoutez, ça va, c'est pas un film en noir et blanc au RTF, comme si c'était une espèce de vieille médaille un peu poussiéreuse, et puis dans des moments un petit peu plus... où la Comédie Française a une image plus moderne, on n'a pas à le demander, c'est presque mis trop. Mais il n'empêche que là, actuellement, on n'a aucun problème pour faire mettre de la Comédie Française, et il y a effectivement énormément d'actrices et d'acteurs de la Comédie Française qui tournent. C'est important pour nous. Moi, dans mon équilibre, c'est important parce que je déteste les acteurs qui sont frustrés, et retenir quelqu'un sur des statuts pour l'empêcher de faire le film pour qui c'est très intéressant, où il va gagner beaucoup d'argent, beaucoup de visibilité, etc. J'ai tendance à préférer quelqu'un qui revient pour des bonnes raisons, en sachant pourquoi il revient à ce cœur de métier, quitte à y laisser des plumes financières, voilà, mais qu'il a envie d'être dans cette aventure artistique. C'est une aventure artistique, la Comédie Française. Quand je vous parlais des 5 ans, de dates anniversaires pendant lesquelles on peut vous faire partir ou vous pouvez partir. Au milieu de ces 5 ans, logiquement, le comité estime votre travail, vous dit des choses, mais ne peut pas vous faire partir, et vous ne pouvez pas partir non plus. Donc ce qui est intéressant, c'est que 5 ans, personne ne sait quelles vont être les saisons. Vous pouvez savoir les saisons sur 2 ans, mais les 3 ans qui restent, vous ne savez pas du tout si vous jouez le premier rôle ou le hallebardier. Donc en fait, vous dites oui par un business plan, je vais dire, vous dites oui à une aventure, à un indistinct artistique dans lequel vous ne savez pas exactement à quelle place vous allez être. Mais voilà, la friction est que quand les gens font du cinéma, ont de la notoriété, c'est bien pour la maison parce que ça fait parler de la Comédie Française. Quand le public vient à la Comédie Française et voit les acteurs et les actrices qu'ils aiment voir dans les séries, au cinéma, etc., ils ont l'impression, le hic et nunc, qu'il est encore augmenté. Moi, je me tire un peu des balles dans mon pied organisationnel, mais c'est comme ça. Et effectivement, ça frotte un peu avec les conditions internes
à la Comédie Française, où oui, c'est absolument hors marché. Oui, effectivement, celui qui joue le pâtissier, le cadet, le bourgeois et autres dans Cyrano de Bergerac a ce qu'on appelle un feu majoré. À l'époque, c'est pas un feu de rang. Les feux, c'était les acteurs, il y a très longtemps, étaient payés en bûches. Le supplément, c'est qu'ils pouvaient chauffer leur loge parce qu'ils jouaient. On appelait ça un feu, ils étaient payés en bois. On a gardé ce terme-là, et avoir un feu, c'est que vous avez une rémunération à chaque fois que vous jouez. Et il y a ce qu'on appelle des feux majorés. C'est un acquis social depuis très très longtemps. Ça veut dire que les acteurs qui ont plusieurs partitions et qui finalement sont peu reconnus du public Place Colette parce qu'ils changent à peu près 18 fois de costume dans la pièce, eux, on leur donne plus d'argent que celui qui joue Cyrano de Bergerac. Mais c'est assez bizarre que celui qui joue Cyrano de Bergerac soit le moins payé de la production. En termes d'alexandrin et en termes de responsabilité, on devrait mettre beaucoup plus d'argent pour Cyrano. Mais ça, c'est hors métier. Vous avez parlé effectivement sur les affiches. Les photos, c'est sur les programmes, c'est un enfer total à chaque fois, parce qu'on est censé pouvoir avoir l'ensemble de la distribution sur les photos et essayer d'être à peu près équitable sur l'ensemble. Et évidemment, la photo où il y a tout le monde est rarement la plus belle. On ne peut pas choisir la photo qui est la plus parlante. Donc on a tout essayé, on a fait des photos des fois où tout était flou. Voilà, des photos en mouvement, comme ça on ne reconnaissait personne, on dit ça va aller. C'était pas d'une efficacité pour faire venir les spectateurs, les spectatrices très grandes, mais bon, on a arrêté de faire ça. Mais oui, ce sont des lois qui sont un cordon sanitaire que les... Et le salut. Et le salut, effectivement, on salue toujours en ligne. On salue, vous verrez toujours les gens saluer en ligne à la Comédie Française. Jamais ce qu'on appelle à l'allemande, comme à l'opéra, ou du petit rôle. Les petits rôles viennent les figurants, les danseurs, et puis ensuite, d'abord le chœur, les figurants, les danseurs, et puis ensuite les petits rôles, etc., jusqu'au ténor et à la soprane, avec une espèce d'applaudimètre qui se fait à chaque fois, qui peut être assez violent et assez cruel certaines fois. À la Comédie Française, le rideau se lève, vous avez toujours une ligne d'actrices et d'acteurs, ils sont tous là, et généralement, ça tourne. Ce qui fait que ceux qui sont au bout se retrouvent au centre, au salut d'après, et il n'y a jamais personne qui salue seul. Alors, de temps en temps, quand tout le monde remonte, certains font des 3/4 face et ralentissent un tout petit peu pour avoir une fraction de seconde, se donner l'illusion que c'est pour eux. Voilà, mais sinon c'est interdit, sauf lors du départ d'un grand sociétaire ou voilà, à certaines occasions, quand tout d'un coup c'est la dernière représentation d'une sociétaire, d'un pensionnaire aussi, d'une pensionnaire, ça arrive régulièrement. Vous verrez tous les camarades faire. Voilà, l'inviter à venir saluer seul devant la salle, parce que ça n'arrive jamais. Donc effectivement, ces règles-là sont extrêmement importantes, et ce sont même des règles qui logiquement s'appliquent. Vous savez, les statuts de la Comédie Française s'emportent avec elles. C'est-à-dire lorsqu'on joue, je sais pas, au TNP à Villeurbanne, ou alors dans un théâtre privé à Lyon, c'est toujours la Comédie Française, donc les statuts s'appliquent. Donc on doit toujours faire extrêmement attention, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi il faut qu'ils fassent des affiches dans leur propre théâtre sans mettre le nom, par exemple, de Laurent Lafitte en caractère gras avec une photo de Laurent Lafitte. Parce qu'on dit, c'est pas nos conditions, donc vous mettez, généralement, on ne dit pas quelle sera la distribution, parce que lorsque on part en tournée dans 1 an et demi, savoir qui va être libre pour tourner, on ne le sait pas du tout. Donc il va y avoir sans doute beaucoup de reprises de rôles, donc vous pouvez potentiellement voir arriver dans votre ville, en région, pas du tout la distribution que vous aviez vue, en espérant qu'elle soit évidemment tout aussi belle. J'avais encore une question qui a trait à votre expérience d'administrateur, c'est que vous êtes chargé du recrutement. Mm-hmm. Et alors la question est, comment vous vous y prenez ? Est-ce qu'il y a des viviers particuliers où on sait qu'on a une chance élevée de trouver des acteurs avec un potentiel qui va se réaliser ? Ou bien est-ce que c'est par des informations que vous avez, ou c'est par votre connaissance in situ de ce qui se fait partout, alors que pourtant votre agenda est bien rempli, ou alors est-ce que c'est par, mais je ne crois pas que ça soit aussi simple, par l'académie que vous avez constituée.
Ça n'est peut-être pas, c'est peut-être étanche entre l'académie d'un côté, et il faut que vous parliez de cette académie. C'est ce métier d'acteur auquel on peut être formé à la Comédie Française. Voilà, ce sont des questions qui m'intriguent. Alors, l'académie paraît être totalement séparée, parce qu'effectivement, pour l'instant, aucun membre de cette académie n'est devenu pensionnaire. Donc ça pourra laisser supposer que c'est une règle. Ça l'est pas du tout. Je pense qu'on fait attention, si jamais on commence à faire ça, tous les gens qui vont prétendre à cette académie vont penser que c'est une marche pour devenir pensionnaire, et je ne suis pas sûr que les gens viendront pour la bonne raison. Cette académie, elle est assez simple. C'est que 6 actrices et acteurs, plus 4 profils techniques qui sont le son, la scénographie, le costume et la dramaturgie mise en scène, sont invités à travailler pendant 1 an avec nous. Ils sont sélectionnés sur dossier ou sur audition. C'est une année de professionnalisation, donc c'est des gens qui sortent d'écoles nationales, voilà, de leur spécialité. Et ils passent 1 an avec nous. Pour un jeune comédien, par exemple, vous avez passé 3 ans à travailler avec des gens qui sont à peu près de votre âge, et tout d'un coup vous partagez le plateau avec des gens qui ont jusqu'à 87 ans, absolument tous les âges. Donc et puis ce que je dis tout le temps, j'appelle ça le bain de réalité. On sait toujours lorsqu'on est à l'école ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On pense toujours que tel théâtre c'est génial alors qu'on n'a pas vu grand chose, et que ça c'est absolument atroce alors qu'on ne l'a pas vu. Et je leur dis à chaque fois, venez à la Comédie Française, parce que sur le nombre de spectacles que vous allez voir et dans lesquels vous allez être, il y a des acceptions, des styles, des esthétiques, des politiques de théâtre absolument inverses ou distinctes. Et donc, si vous sortez de ce bain de réalité en ayant quelques doutes sur ce que vous étiez censé adorer et avoir quelques amours sur ce que vous étiez censé détester, c'est le début d'un goût un peu singulier, et vous aurez gagné quelques années. Donc ça sert beaucoup à ça. Et puis pour nous, parce que la Comédie Française n'est pas un théâtre fermé du tout, mais son réflexe peut l'être, parce que c'est une maison de permanence, donc ça peut se cristalliser, ça peut se fermer un petit peu, et l'académie est une sorte de bain de jouvence très secouant, parce qu'ils sont toujours très jeunes, alors que nous vieillissons, chaque année ils ont à peu près le même âge, et quels sont les thèmes de cette jeunesse-là, ce qu'elle veut apprendre, ce qu'elle ne veut plus apprendre, qu'est-ce qu'elle attend. C'est assez bouleversant à chaque fois, et très, très intéressant pour nous, que de la voir, vraiment. Et le recrutement ? Et le recrutement, ah oula. Parce que vous m'avez dit, ouais. Autrefois il y avait 3 grandes écoles de théâtre, maintenant il y en a 12. Oui, absolument. Donc il y a probablement un océan de candidats potentiels, ou là, de personnels. Il y a une chose qui n'est pas juste, c'est que effectivement, j'ai le temps d'aller de temps en temps dans les écoles parisiennes. J'ai très peu le temps d'aller voir des spectacles de sortie à Bordeaux, à Cannes, à Rennes, à Toulouse. Voilà. Donc ça, c'est pas très bien pour le coup. De même que donc le conservatoire, vous le savez, était avant 68. Une école où on sortait avec des médailles de tragédie, de comédie, etc. Et il y avait, pour ceux qui étaient les lauréats de ces médailles-là, c'était presque une obligation que de rentrer à la Comédie Française. Donc le conservatoire était vraiment le vivier de la Comédie Française. Ça fait longtemps que c'est arrêté, mais il n'empêche que moi, quand je suis rentré à la Comédie Française, Catherine Yagel était professeure au conservatoire, Pierre Vial était professeur au conservatoire. Donc, pour qui voulait se renseigner sur quel jeune homme j'étais, les ponts étaient très faciles à faire. Donc, il est vrai que le conservatoire reste encore un peu le vivier, mais en fait, j'ai que des problèmes, et quand bien même j'aurais plein de solutions, ça correspond jamais aux problèmes. C'est-à-dire, je pourrais me faire un carnet, moi je vais voir beaucoup de théâtre et je repère plein de gens, et j'essaye de les retenir, de voir à quel moment, mais au moment où j'ai un besoin, c'est toujours parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un heureux congé maternité, tout d'un coup, la personne me dit « j'aurais adoré jouer ça, mais ça ne va pas être possible à cause de ça ». Je dis « ah, génial, super, etc. » Et alors qui va le jouer? Alors j'ai personne d'autre, donc il va falloir... Moi, je suis rentré à la place de Jean-François Sivadier, par exemple, à la Comédie Française. C'est parce que Jean-François ne pouvait pas rentrer à ce moment-là parce qu'il faisait d'autres choses que tout d'un coup, Jacques Lassalle, qui m'avait vu au conservatoire, ça dit ça va être pour lui. Donc très souvent, c'est dans l'urgence que je dois trouver quelqu'un. Donc j'aurais beau faire des listes de gens, ça ne marcherait pas. Même si
Baptiste Chabotti, je l'ai vu dans une maquette d'un spectacle il y a peut-être 6 ans, peut-être. Il y a 6 ans, je l'ai vu, j'ai trouvé formidable. On a correspondu beaucoup, je l'ai revu dans d'autres choses. Edith Proust, elle m'a écrit il y a, pareil, 5-6 ans. On s'est écrit, je suis allé la voir dans 3 ou 4 spectacles, dont son spectacle de clown. Et puis, ça correspondait jamais. J'arrivais jamais, c'était pas la bonne demande, c'était pas le bon profil, ou le bon emploi, voilà, ou le bon âge. Et puis tout d'un coup, là, je me dis, ah, ça y est, je peux. Donc, il faut être un peu opiniâtre pour le coup, mais j'écris toujours quand on me demande de rentrer à la Comédie Française. Je parle toujours de mathématiques improbables en disant c'est pas une volonté unilatérale de l'administrateur qui dit alors je vous engage parce que je vous trouve très bien. Je peux pas engager, si j'engage quelqu'un, il faut qu'il ait du travail. Tout bêtement, je peux pas de même que de temps en temps, moi, il y a des comédiennes que j'adore, sauf que comment exister au milieu de Marina Hand, Florence Viala, Elsa Le Poivre, Juliane Brahim. Enfin, cet âge-là, il est tellement magnifiquement représenté que si je rajoute dans cette catégorie d'âge d'autres comédiennes magnifiques, au bout d'un moment, ça va être beaucoup de frustration parce qu'elles n'auront pas assez de travail. Donc j'ai aussi cette chose-là. Et puis d'autres fois, il faut engager des gens jeunes. Aussi des gens très jeunes. Moi, je suis rentré en fin de première année du conservatoire à la Comédie Française, donc j'ai peut-être inscrit en moi qu'on peut aussi travailler sur le tas et pas forcément finir ses études. Et je vous avoue que moi, j'avais fait 3 ans à l'école Florent et 1 an de conservatoire et je voulais justement pas faire médecine pour pas faire ce que mon père me demandait. Je lui ai dit, mais je vais finir par faire autant d'années que les années de médecine. Donc le fait de rentrer tout d'un coup à la Comédie Française, c'était concret. J'ai été absolument ravi de cette chose-là. Alors, et de temps en temps, ça peut être dangereux parce qu'il est vrai que l'école vous permet de faire beaucoup d'erreurs, d'affiner les choses, alors que quand vous êtes un jeune acteur sur une distribution très impressionnante à la Comédie Française, avoir le courage de dire mais moi je pense que c'est pas ça que je devrais jouer, c'est pas évident du tout. Donc vous pouvez aussi être un petit peu coincé et ne pas faire l'apprentissage le plus lumineux qui soit. Rebecca Marder, la magnifique Rebecca Marder, je l'ai engagée elle était dans sa première année au TNS. Et elle m'avait demandé rendez-vous. J'essaye toujours de répondre à ça quand on me demande rendez-vous, que les gens sont jeunes et que je peux prendre 1 heure pour le faire. J'essaye toujours de le faire. Et donc, on avait parlé du métier. Et puis, alors, je l'avais vue 2 jours avant dans un téléfilm où elle avait, je ne sais pas, 14 ou 15 ans, parce qu'elle a commencé très tôt, Rebecca. Et j'avais été très intrigué par sa présence. Puis tout d'un coup, 2 jours après, elle était à la terrasse du Nemours, encore la terrasse du Nemours. Elle était là, j'ai discuté avec elle. Et puis ensuite, j'ai dû faire une audition où je devais engager quelqu'un. Puis je l'ai rappelé en disant, Rebecca, est-ce que tu veux venir de Strasbourg à Paris pour passer une audition? Elle m'a dit oui, avec plaisir. Et elle a passé Tchekhov, je crois. Et c'était tout petit, mais je me suis dit, waouh, il y a quand même. Je trouvais ça tellement beau, sensible, etc. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un derrière cette timidité et ce manque encore de moyens. Et puis pendant 3 ans ou 4 ans, ça a été compliqué pour elle parce que il fallait qu'elle apprenne, qu'elle était confrontée à des rôles très construits. C'était compliqué. Et puis, elle a fait tout un parcours. Et quand elle est partie, tout le monde pleurait, alors qu'au départ, tout le monde avait un peu des doutes, parce que c'est compliqué d'être jeune. Il faut aller vite dans cette maison. Sur la rapidité, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que c'est important. Il y a quelques metteurs et metteuses en scène qui sont très impressionnés de venir, parce qu'en fait... à la première lecture, vous présentez le projet, puis ensuite tout le monde se met au plateau, puis attend l'indication. Alors que dans le métier, de temps en temps, vous choisissez des gens qui ne se connaissent pas, puis vous avez toujours 15 jours d'avance à observer les lignes de force, comment les gens se mettent, etc. Parce que c'est vous qui les avez choisis. Là, en fait, les acteurs, ils se connaissent tous. Ils ont tout joué ensemble. Donc, à l'allumage, ça va extrêmement vite. C'est tous des Denis Podalides.
la porte se ferme, il travaille. Ça va, il n'y a pas besoin des 10 minutes, un quart d'heure, etc. Et puis surtout, on ne déplace jamais une première à la Comédie Française. On ne peut pas, sinon ça décale tout le reste. Quand bien même l'acteur se dirait j'aimerais bien avoir 15 jours en plus, le lendemain de la première, il est déjà en répétition pour le prochain spectacle. Donc ces canons-là, on les connaît. Et donc pour être au rendez-vous, les acteurs vont tout de suite au problème, à la difficulté. Ils l'évitent jamais. Ils vont tout de suite ou sentir la metteuse, le metteur en scène, faire en force de travail tout de suite pour abonder, pour aller le plus vite possible, pour être sûr que c'est presque de temps en temps le défaut de cette maison, c'est que comme il y a, je sais pas, en tout 12 créations et une dizaine de reprises par an à la Comédie Française avec ses 60 acteurs et actrices, on est dans des canons qui sont à peu près toujours les mêmes. Et que de temps en temps, vous mettez autant de temps pour répéter un spectacle d'1h15 au studio qu'un spectacle de 3 heures, beaucoup plus complexe, dans une langue beaucoup plus complexe à Richelieu. C'est les mêmes choses. Donc de temps en temps, il est vrai que notre défaut est toujours un assez bel éclaircissement de l'œuvre, mais de temps en temps, on aimerait avoir une semaine pour oublier qu'on l'a éclairci, pour retomber de l'autre côté et commencer à retrouver de la profondeur et une chose un peu plus ombrée. Voilà. Mais qu'on ne peut pas faire cette chose-là. C'est pourquoi d'ailleurs faire venir quelqu'un comme Pomera ou des gens qui sont dans un processus extrêmement long de répétition, on n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas demander à une actrice ou un acteur du français de se libérer pendant 6 mois, quel que soit l'intérêt du travail, son désir de le faire, parce que j'ai besoin à chaque fois, enfin la Comédie Française a besoin qu'il soit présent sur plus de choses que ça pendant 6 mois. Eh bien, je vais vous proposer une conclusion. Vous avez compris que dans une société de talent, il y a des égos à UX, mais quand on est un primus inter pares, pour changer de vocabulaire, comme l'est Eric Ruff, il faut certainement avoir une extrême sensibilité à la contingence, une très grande réflexivité, une très grande expérience du métier, évidemment, et aussi de l'intuition sur non seulement ce que sont les individus, mais aussi ce qu'ils peuvent devenir. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, le fameux potentiel, comme on l'appelle. Et il se trouve que le nom d'Eric Ruff, en allemand, c'est Ruf, et Ruf, c'est vocation. Et voilà, nous y sommes. Merci à tous. Merci.